Bonjour à tous, il est 14 heures. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Nous vous attendons nombreux. On va démarrer d'ici quelques minutes. Le sujet ô combien passionnant et prégnant, les conflits autour de l'autorité parentale qui concernent les parents en cours de séparation, divorcés. Je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger d'ores et déjà 3 documents extrêmement intéressants et aussi exhaustifs que possible sur ce sujet-là dans l'onglet « Les fichiers ». Mes intervenantes et moi-même allons démarrer à 14h05. Vous êtes déjà 52 participants. Je vous remercie de vous manifester dans le chat, de nous dire si vous nous entendez bien, de nous faire un petit coucou. Et si d'ores et déjà vous avez des questions concrètes, des dossiers urgents, prégnants, sur lesquels vous aimeriez avoir des réponses ou des éclairages, ben vous pouvez d'ores et déjà participer. Je vous dis voilà, dans 3 petites minutes. On démarre. Merci Anne-Françoise, merci Alice. Et ben on vous dit à tout de suite. Vous êtes déjà 57. Voilà, encore 3 minutes et on démarre juste après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 14h03, on démarre dans 2 minutes. Merci de votre présence, de votre fidélité. Un webinaire passionnant sur un sujet d'actualité, sur un sujet qui doit vous occuper, j'imagine, vous, assistants sociaux, qui participez en grande majorité à nos webinaires. Donc, avec mes intervenantes, nous allons tenter, et je pense pas tenter, mais vous offrir des éclairages très prégnants sur les questions de l'autorité parentale. On démarre dans une petite minute. Il est 14h05, nous allons immédiatement démarrer. Je vous remercie encore toutes et tous d'être présents et fidèles à nos webinaires. Encore une fois, l'objectif de ces webinaires est de vous offrir une vision très pratico-pratique
d'une notion de droit au carrefour de problématiques que vous pouvez rencontrer à l'occasion des dossiers que vous traitez et aussi qui représente, je dirais, des questions sociétales majeures. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement vaste, mais que je vais essayer de circonscrire le plus finement possible. C'est la question des conflits autour de l'autorité parentale qui concernent les parents en cours de séparation, en cours de divorce ou qui le sont déjà. Sachant que pour nous avocats, je suis Judith Buchinger, avocate au barreau de Paris. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'organise les petits déjeuners juridiques et les webinaires depuis à peu près presque 10 ans maintenant, avec un net succès, on peut le dire. Et je dirais que cette notion d'autorité parentale qu'on voit passer dans la quasi-totalité des décisions, que ce soit pour les couples non mariés ou pour les couples mariés, est un sujet absolument majeur. Elle s'invite, je dirais, dans toutes les sphères de la vie et des parents et de l'enfant, c'est-à-dire à l'école, au niveau de la santé, au niveau des activités extrascolaires, au niveau de la moralité, au niveau de la religion. Donc, l'autorité parentale est une sorte, je dirais, d'arc-en-ciel avec énormément de ramifications et qui, de fait, sont difficiles à prendre en charge par un juge aux affaires familiales. J'attire aussi votre attention sur le fait que lorsqu'on parle d'autorité parentale, on parle non seulement, comme je l'ai dit, de santé physique, de santé psychique, de scolarité, d'alimentation, de religion, de moralité, mais on parle aussi des modalités de l'autorité parentale et on parle, et c'est très important que vous notiez ces termes-là, on parle toujours de l'exercice de l'autorité parentale, cette fameuse notion d'exercice d'autorité parentale, et j'y reviendrai. Et le corollaire de cette notion d'exercice parental, c'est le partage de l'autorité parentale. Donc la question que nous allons nous poser aujourd'hui est la suivante. C'est déjà, je vais redéfinir très clairement et rapidement ce qu'est l'autorité parentale dans le Code civil. La deuxième question sera comment s'exerce l'autorité parentale et plus précisément, comment à l'occasion d'un divorce ou d'une séparation, le juge aux affaires familiales peut contrôler le bon exercice de l'autorité parentale. Donc, comme je viens de vous le dire, et là je vous le dis tout de go, d'emblée, sans discours politiquement correct, le juge aux affaires familiales, bien qu'il rappelle souvent le principe de l'autorité parentale, de son partage équilibré entre les parents, eh bien, il est souvent très démuni sur ces questions-là et il peut difficilement contrôler la manière dont est partagée et exercée l'autorité parentale. Qu'est-ce que ça veut dire de poser ce constat? Cela veut dire que toutes ces questions-là sont laissées en réalité à la libre appréciation des parents eux-mêmes. Donc, que faire quand les parents n'arrivent pas à s'entendre précisément sur ces questions-là? À qui se vouer? Est-ce qu'on doit aller voir un avocat? Est-ce qu'on doit lancer des procédures? Est-ce qu'un juge peut faire quelque chose? Je viens de vous le dire, c'est parfois très difficile au-delà de réénoncer un principe. Donc, forcément, cette question-là est dédiée, je dirais, aux parents eux-mêmes, qui s'ils arrivent à s'entendre, eh bien c'est merveilleux. Mais s'ils n'y arrivent pas, que faire? C'est la raison pour laquelle j'ai invité aujourd'hui 3 expertes de niveau pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui chacune dans leur pratique professionnelle sont extrêmement pertinentes sur ces questions-là. Vous avez Marie-Noëlle Marville, médiatrice familiale que vous connaissez, avec qui j'ai l'occasion de travailler régulièrement sur de nombreux dossiers et avec beaucoup de succès en termes de résolution des problématiques justement afférentes à l'autorité parentale. Vous avez Laura Keller, Haddad, qui est professeure des écoles depuis 2003 et directrice d'école primaire et qui a une vision vraiment, je dirais, au cœur de toutes ces problématiques-là et qui nous fera part à la fois de son expérience, mais de sa pratique à elle, comment est-ce qu'elle a abordé toutes ces problématiques. Et Léa Boukobza, qui est spécialiste de la petite enfance et qui anime des ateliers, selon la psychologie Gordon, des ateliers autour de la parentalité. J'en ai terminé avec cette rapide présentation et je vous invite, Marie-Noëlle, Laura et Léa, à vous présenter aussi à tour de rôle et nous dire en quoi, rapidement, de manière introductive, en quoi votre profession de médiatrice, de professeur des écoles ou de spécialiste de la petite enfance et de la parentalité peut aider précisément sur ces questions afférentes à l'autorité parentale. Marie-Noëlle, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Marie-Noëlle Marville, je suis médiatrice familiale.
J'exerce en libéral à Paris dans le 10e arrondissement depuis plusieurs années. Je suis également formée à la thérapie brève, ce qui m'aide aussi dans ma pratique de médiatrice familiale. Alors, en quoi, pour aborder le sujet directement, je dirais que la médiation familiale est le lieu tout indiqué justement pour parler de ces questions d'autorité parentale. Ce qu'on a l'habitude de dire sur la médiation familiale, c'est qu'on est là pour faire justement du sur-mesure. Alors que devant la justice, souvent, il va y avoir un patron, si je puis dire, quelque chose de fait un petit peu plus normatif. En médiation familiale, on va s'adapter totalement aux spécificités de chacune des familles et de chacun des couples et de chacun des enfants aussi qui sont concernés par ces décisions. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment un lieu où on peut se parler de l'autorité parentale conjointe. Merci beaucoup Marie-Noëlle, on y reviendra et non seulement vous nous ferez un retour d'expérience, mais vous nous expliquerez aussi, avec toujours cette vision pratico-pratique que je privilégie à l'occasion de ces webinaires, comment se passe concrètement une réunion de médiation, soit entre parents ou entre parents et enfants. Je donne la parole tout de suite à Laura Keller-Haddad, professeure des écoles. Bonjour à tous. Alors, je suis donc Laura Haddad. Je suis professeure des écoles depuis maintenant 2003. J'ai été directrice également d'une école primaire sur Paris. De par ma profession et peut-être aussi également mon tempérament, j'ai une bonne dose d'empathie forcément pour les élèves. Je suis surtout moi-même maman et je me permets d'ajouter que mon histoire personnelle. Je suis aussi une enfant de parents divorcés, fait que c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Nos écoles voient de plus en plus ce genre de situation. Si en théorie, le juge est compétent en matière d'autorité parentale, en pratique, de nombreux conflits surviennent. Il faut savoir que derrière ces conflits sous-jacents, il y a souvent, derrière toutes ces problématiques liées à l'école, il y a des conflits et l'enfant est souvent malheureusement pris en otage. Et nous, acteurs du monde pédagogique, nous avons, je pense, un rôle fondamental à jouer, un rôle de médiateur. On ne peut pas uniquement se contenter de finir les programmes, d'aborder les notions. Il est très important de veiller au bien-être de l'enfant, à sa bonne construction identitaire, sociale. C'est fondamental. Et c'est uniquement dans l'intérêt de l'enfant qu'on doit agir. Voilà. Merci beaucoup Laura, présentation déjà avec des contours très, très précis. On a hâte de vous entendre. Léa, vous terminez ce tour de table. Oui, bonjour. Donc, effectivement, comme l'a dit Judith, je suis professionnelle de la petite enfance. J'ai été formée à la thérapie brève également et à l'approche systémique, ce qui m'aide beaucoup dans mon travail de formatrice des ateliers Gordon, donc formatrice en communication efficace et bienveillante. Ces formations, on le verra par la suite, je vous le présenterai effectivement, c'est une formation qui s'adresse aux parents, aux familles, aux éducateurs, animateurs, les enseignants également, en fait à toutes les personnes qui sont en interaction humaine et donc qui ont besoin de plus d'harmoniser leurs relations interpersonnelles. Et on va dire que pour les parents, effectivement, les parents viennent, c'est essentiel. Ça leur permet de développer une autorité personnelle qui va se baser effectivement sur la communication et la relation. On y reviendra. Merci beaucoup à vous trois. C'est très intéressant. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Et si vous le voulez, comme d'habitude, je ne vais pas vous faire un long cours de droit parce que ce n'est pas le lieu. Et vous avez dans l'onglet des fichiers beaucoup de matière en ce sens pour nourrir votre formation, je dirais, juridico-intellectuelle. Alors, si vous voulez bien fermer vos micros, toutes les trois. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous passer une présentation extrêmement rapide
pour vous expliquer comment est-ce que nous, avocats, abordons la notion d'autorité parentale. La notion d'autorité parentale, je vais venir dans la loi, stricto sensu. Qu'est-ce que l'autorité parentale? Quels en sont ses contours? Mais surtout, nous, avocats, on l'aborde principalement autour des difficultés liées à la résidence de l'enfant. Il faut savoir que la résidence de l'enfant, ce sont des sujets, alors là, c'est l'alpha et l'oméga, on va dire, je dirais, du partage de l'autorité parentale. À savoir que quand vous avez une décision qui est fixée, ou soit une alternance, ce sera la semaine 1 et l'autre parent, ce sera la semaine B, ou ce sera un droit de visite classique avec pour l'autre parent un week-end sur 2. Les choses sont nettes, sont claires, sont identifiées, soit dans le cadre d'une convention de divorce à l'amiable, dans ce cas-là, ce sont les avocats qui rédigent, ou dans le cadre d'un jugement, soit auprès du juge aux affaires familiales, un jugement simple lorsque le couple parental n'est pas marié, soit à l'occasion d'une procédure de divorce. Donc, je le répète et c'est très important, cette notion d'autorité parentale, elle est une sorte de préalable dans la rédaction des jugements de divorce et de séparation et dans la rédaction des conventions amiables avant de parler de la résidence. Donc, vous avez une sorte de paragraphe introductif très important qui dit, voilà, l'article 372-1 du Code civil prévoit que l'autorité parentale est partagée entre les parents et après, on déroule. Donc là, je vais tout de suite vous lancer une diapositive. Et donc, ce n'est qu'après qu'on aborde la notion de résidence et toutes les autres notions afférentes à l'autorité parentale, on n'en parle pas ou très peu. Le sujet après la résidence qui revient dans énormément de problématiques, soit à l'amiable, soit au contentieux, c'est la problématique de l'école, des contentieux autour de l'école. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que Laura Keller-Haddad intervienne. Au-delà de ça, vous avez toutes les questions, comme je vous l'ai dit, autour simplement de la communication entre les parents et les enfants. Et là, je reviens à la partie choix de la résidence. Vous avez parfois des enfants, l'un sur une fratrie, par exemple, de 3, l'un veut vivre chez son père, l'autre veut vivre chez sa mère, etc. Quid? Comment fait-on? Et précisément, dans ce cas de figure, l'avocat n'est parfois pas la personne la plus adaptée pour gérer ce type de conflit, et c'est précisément la médiation familiale ou les ateliers que peut animer Léa qui peut permettre de réintroduire la communication nécessaire au bon exercice de l'autorité parentale. Alors, je vous fais passer rapidement cette diapositive. Donc, il faut savoir que autour de la notion d'autorité parentale, vous avez la notion de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est la pierre angulaire du droit de la famille. Et comme l'autorité parentale, c'est une notion éminemment évanescente, complexe, chacun y va de son avis. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est laissé à la libre appréciation, je dirais, des parents. Quel est l'intérêt de l'enfant? Alors, bien évidemment, heureusement, il y a des barrières, il y a des frontières, il y a des contours, mais on va dire que de manière générale, ce sont des notions qui ne sont pas définies. Typiquement, vous allez voir que cette notion clé, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Je vous invite à noter ça. On ne parle pas simplement d'intérêt de l'enfant, on parle de l'intérêt supérieur. Mais vous allez voir à quel point c'est intéressant, parce que la loi parle d'intérêt supérieur. Mais quand elle parle de l'autorité parentale, elle parle de droits et de devoirs des parents. Elle commence d'abord à parler des droits et après des devoirs. Alors, il faut savoir que dans le principe, les parents ont un devoir de protection et d'entretien de leurs enfants. La protection, c'est tout ce qui est afférent à l'autorité parentale. L'entretien, c'est tout ce qui est l'éducation, payer une pension alimentaire, un toit au-dessus de la tête des enfants, leur donner à manger, etc. Les parents veillent à la sécurité, contribuent donc à l'entretien matériel, moral, prennent les décisions médicales, surveillent ses relations et ses déplacements. Voilà, ça, c'est le principe. Mais comme je vous l'ai dit, cette notion n'est pas définie et donc elle laisse place à une très grande subjectivité qui pénètre, comme je vous l'ai dit, les débats judiciaires et qui laisse parfois le juge des affaires familiales assez démuni parfois face à ces arbitrages. La loi, que dit-elle? La loi prévoit en application, donc l'article 373-2-6 du Code civil, lorsque le juge des affaires familiales statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale par les deux parents séparés, il doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. C'est ça. Ça, c'est repris, je dirais, c'est un principe universel. L'intérêt de l'enfant, c'est donc celui que va déterminer le juge le plus objectivement possible
au vu des éléments qui lui sont fournis. Donc, vous voyez, c'est dire à quel point ça porte en quelque sorte à débat. En cas de séparation des parents, la résidence des enfants est fixée soit chez l'un des parents, soit chez les deux parents en alternance. Ou alors ça peut être homologué, donc soit dans une convention parentale ou dans une convention de divorce par consentement mutuel. Et donc là, vous allez voir que c'est un exemple que je voulais vous donner pour mieux rebondir sur ce qu'est l'autorité parentale. Quand on parle par exemple des critères de fixation de la résidence d'un enfant, on est censé étudier les besoins des enfants, c'est-à-dire le besoin de maintenir au maximum les repères habituels, maintien dans la même maison, dans la même école, on y reviendra avec Laura, le besoin de ne pas être séparé de ses frères et sœurs, on y reviendra avec Marie-Noël et Léa, le besoin de ne pas être séparé de sa mère pour un très jeune enfant, le besoin d'être confortablement installé, le besoin d'entretenir de bonnes relations avec le parent hébergeant, lequel doit aussi présenter des bonnes capacités éducatives, et bien sûr le besoin d'être en sécurité avec lui. Donc vous voyez qu'en fait, il y a les émanations de cette notion de 1, l'autorité parentale, 2, l'intérêt de l'enfant, puis la résidence, puis le choix de l'école, etc. Ce sont des critères sous des critères, comme je dirais en matière d'architecture, d'archéologie, c'est des sous-strates à chaque fois qu'il faut déblayer avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Donc, le cas échéant, et ça c'est vraiment le cas extrême, et ça je vous l'évoquerai à la fin du webinaire, c'est que quand il y a des contentieux très très forts en matière de résidence de l'enfant ou sur tous les choix afférents à l'autorité parentale, sur l'école, la moralité, la religion, l'alimentation, eh bien dans ce cas-là, effectivement, il faut introduire une requête auprès du juge, parfois en urgence quand le contexte est particulièrement grave. Et dans ce cas-là, souvent, on va nommer un expert psychiatre ou un enquêteur social pour aller interroger les enfants, aller chez la famille, voir exactement comment ça se passe. Et c'est une difficulté que moi, je dénonce souvent et en tout cas que je souhaite éviter à mes clients, et j'en aurai terminé avec cette présentation, c'est que lorsqu'il y a des conflits autour de l'autorité parentale et qu'on n'arrive pas à s'entendre, donc on introduit une demande auprès du juge, on demande une expertise ou une enquête sociale et in fine, il y a ce qu'on appelle l'audition de l'enfant. Et ça, c'est extrêmement délicat parce que même si aujourd'hui les juges d'affaires familiales sont très bien formés à recueillir la parole de l'enfant, il faut savoir ce qu'est un tribunal. J'imagine que peut-être vous, participants, êtes déjà allés à une audience ou peut-être avez accompagné un salarié ou un agent à une audience, c'est vraiment pas sympathique. Donc, même si l'environnement est très bienveillant, c'est une étape que je préfère éviter aux enfants de mes clients. C'est pour ça que je dis à chaque fois, et j'en aurai terminé avec ma partie, c'est que effectivement la loi, elle explique, elle donne les contours de ce qu'est l'autorité parentale, mais elle précise bien que ce sont des droits et des devoirs. C'est-à-dire que souvent les parents disent attention, ça c'est mon droit, moi j'ai le droit, moi je peux, c'est mon enfant. Et c'est là que c'est très compliqué. C'est-à-dire que dans le code civil, vous avez ces deux notions qui viennent en quelque sorte en confrontation, parfois même en contradiction, à savoir que d'un côté, on met en avant l'intérêt de l'enfant, l'intérêt, comme je l'ai dit, supérieur de l'enfant, et de l'autre côté, quand vous définissez l'autorité parentale, vous définissez l'autorité parentale pas comme étant des devoirs et des droits des parents, mais comme étant des droits et des devoirs des parents. Ce qui fait que, au-delà de l'audition de l'enfant, si vraiment le contexte est catastrophique pour l'enfant, on fait, et j'en aurai terminé, une demande en retrait d'autorité parentale. C'est-à-dire qu'on demande à ce qu'un seul des parents, le parent, je dirais, le plus compétent, soit titulaire d'autorité parentale et que l'autre parent, donc, on lui retire ces droits-là. Eh bien, il faut savoir que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de demander le retrait de l'autorité parentale. Le retrait de l'autorité parentale, les juges le donnent dans des cas d'une extrême gravité. Quand il y a eu, par exemple, tentative de féminicide, etc. Mais dans d'autres cas de figure, par exemple, un père qui consommerait du shit toute la journée, ou qui serait alcoolique, ou qui serait à la limite de la maltraitance, eh ben, c'est extrêmement difficile, si on n'a pas assez d'éléments, de demander le retrait de l'autorité parentale. Tout ça pour vous dire, et là je rebalance sur mes intervenantes du jour, c'est que cette notion, sur le plan juridique et judiciaire, elle est lourde pour nous avocats à mettre en œuvre. Moi, j'ai beaucoup de scrupules à le faire parce que je connais le coût humain, le coût psychologique. Je sais à quel point la procédure est longue. On arrive parfois à des résultats très intéressants, mais il faut savoir qu'au bout de ce parcours judiciaire, souvent ce à quoi on arrive, c'est ce à quoi on aurait pu arriver 1 an plus tard dans le cadre d'une médiation. Et ça, franchement, à chaque fois, les bras m'en tombent, j'ai envie d'en pleurer
Bon, je m'exprime aussi un peu avec mes tripes, comme les intervenantes ici présentes, je suis aussi maman. Et c'est vraiment désespérant de se dire qu'à la fin de ce parcours judiciaire, eh ben, on arrive à un résultat qu'on aurait pu avoir si on avait fait preuve un petit peu d'intelligence et de bon sens. Voilà, j'en aurai terminé avec ma partie, mais je reviendrai bien évidemment sur les éléments d'ordre juridique et judiciaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, je viens de vous dire que la résidence de l'enfant, ce n'est pas vraiment le sujet de ce webinaire-là, mais que donc c'est le premier sujet qui arrive après qu'on ait défini ce qu'était et rappelé ce qu'est l'autorité parentale. Donc ça, effectivement, la chance qu'on a en matière de notion de résidence de l'enfant, c'est que là, c'est marqué noir sur blanc dans une décision. Et on a le sujet numéro 2, le sujet explosif, c'est l'école. Alors, là, je fais une petite aparté, je vais tout de suite donner la parole à Laura Keller-Haddad. Je me remets en plein écran pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a le moment où les gens viennent vous voir au cabinet. Ils vous disent, voilà, je veux me séparer de mon conjoint, je veux me séparer de mon épouse, de mon mari, etc. OK, donc on leur donne le maximum de conseils. Si le terrain est assez explosif, il faut déposer parfois une requête en urgence, quand c'est assez grave, qu'il faut fixer la résidence de l'enfant, etc. Ce qui fait que même dans des cas très urgents, ou ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, on fait une demande en référé, eh ben, on a au maximum une date sous 1 mois, alors ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, et parfois 2 mois, et souvent 3 mois, et de manière classique plutôt 6 mois. Ce qui fait que ces parents-là qui veulent se séparer, qui veulent divorcer, qui ne sont pas d'accord sur les modalités de résidence, et qui ne sont parfois pas non plus d'accord sur dans quelle école je vais mettre mon enfant, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps? Eh bien, ce qui se passe, et ça je le dis de manière aussi un petit peu pas caricaturale, mais parce que c'est une pratique, parce que je le vois tous les jours dans le dossier, nous sommes dans une sorte de no man's land judiciaire. Et ça, c'est très, très délétère. Et je vous donne un exemple concret, et sur lequel je vais demander à Laura Keller-Haddad de rebondir. J'ai des cas tous les jours, et avec Marie-Noël, on en a eu aussi. Beaucoup trop, malheureusement. Vous avez deux parents qui veulent se séparer. L'un veut une alternance, ou même parfois l'un veut une alternance 7-7, mais l'autre veut une alternance 2-3, 5-3, 5-2, etc. Ou l'un veut la résidence des enfants et l'autre veut l'alternance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est un peu comme au Far West, c'est au premier parent qui se pointera devant l'école. Excusez-moi de parler, c'est pas très joli, mais prosaïquement, c'est ça. Et nous, en tant qu'avocats, qu'est-ce qu'on conseille à nos clients dans cet espace-temps qui n'est pas géré par la loi? Eh bien, on leur dit, vous allez devant l'école et gentiment, auprès de la directrice, auprès des professeurs, vous dites, voilà, je n'arrive pas à m'arranger avec mon mari ou ma femme ou mon conjoint, mais je pense que l'intérêt de mon enfant, c'est que je le prenne et qu'on établisse de manière informelle des modalités de résidence. Donc, ça pose vraiment des questions de fond. Et là, Laura, je vais vous demander d'intervenir. Et la question de fond que ça pose, c'est que ça demande aux directeurs d'école et aux professeurs des écoles quasiment de remplacer, je dirais, le juge des affaires familiales, c'est-à-dire de décider en l'absence d'une décision de justice. Alors Laura, tout de go, ce genre de situation, j'imagine que vous avez dû en rencontrer. Comment est-ce que vous avez réagi? Et ce qui serait intéressant aussi, peut-être deuxième question sous-jacente, c'est comment vous réagissez quand il s'agit d'un très jeune enfant, par exemple en maternelle, ou d'un enfant qui est plus en capacité, je dirais, de manifester son désir, sa volonté. Alors déjà, je vais rappeler à nouveau que mon unique objectif reste évidemment l'intérêt de l'enfant et qu'il ne s'agit en aucun cas de trancher en faveur, de prendre parti pour l'un des parents. Réellement, voilà, je dois garder à l'esprit que l'intérêt de l'enfant est en jeu. Alors, c'est déjà une situation. Lorsque les choses sont définies, lorsque les choses sont déjà bien précises, qui n'est pas évidente. J'ai déjà eu des exemples lorsque il y a un jugement qui est prononcé sur le mode de garde des enfants. J'ai déjà eu un exemple de papa qui se pointait tous les matins à l'école pour voir sa fille. Ça ne faisait pas du bien à sa fille et la maman, c'était quelque chose de très compliqué pour elle. On est typiquement dans une situation d'ingérence, c'est pas son tour, c'est pas son droit de garde, c'est déjà une situation qui est pas évidente.
Pareil, de la même manière, les sorties, il est indispensable que les équipes pédagogiques et administratives d'une école soient informées du mode de garde, parce qu'en aucun cas, même en autorité parentale conjointe, on ne peut remettre un enfant à son parent dont ce n'est pas le tour de garde. Donc c'est déjà quelque chose qui est pas évident et pour lesquels parfois il faut aller avec diplomatie, avec tact pour essayer de faire entendre et de faire comprendre aux parents qui n'est pas dans son droit que c'est pas la meilleure manière d'agir. Mais lorsque le mode de garde n'est pas défini, que chacun essaye de prêcher pour sa paroisse pour essayer de récupérer l'enfant à ce moment-là, alors la situation ne s'est pas réellement présentée de cette manière-là, mais il est évident qu'il est important que l'équipe, du moins que la direction, s'implique pour s'asseoir avec la famille, pour essayer de discuter avec l'enfant, pour essayer de discuter avec les parents et d'essayer au moins de manière provisoire de mettre en place quelque chose, pas de pérenne, mais au moins de serein. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Alors, je précise pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que au niveau de l'école, vous avez deux types d'actes. Et là, je veux bien que vous rebondissiez après mon propos, Laura, sur les actes usuels et sur les actes importants. Il faut savoir que les actes usuels dispensent de preuve de l'accord des deux parents, c'est-à-dire que les actes usuels bénéficient de la présomption d'accord entre les parents qui sont censés s'être informés l'un l'autre. Alors, les actes usuels, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la demande de dérogation à la carte scolaire, la primo-inscription dans un établissement scolaire public, la réinscription d'un enfant, les justifications des absences scolaires, etc. Il y a un acte qui est à la limite de l'acte usuel et de l'acte non usuel. Ce sont par exemple les autorisations pour les sorties scolaires ou pour les sorties en dehors du territoire. Et là, c'est très compliqué parce que vous avez parfois des parents qui, en quelque sorte, je dirais, ne veulent pas forcément nuire à leur enfant directement, mais veulent nuire à l'autre parent en disant « tu n'iras pas en Angleterre, tu n'iras pas en classe verte, en classe transplantée, etc. » Est-ce que vous avez été face à ce type de cas, Laura ? Alors, typiquement, ce genre de cas, on se retrouve facilement face à ce genre de cas et vous constaterez qu'on n'a pas forcément, lors d'un week-end, pour un voyage, c'est différent, mais pour un week-end, on n'a pas forcément le temps de saisir le juge. Donc là, faut y aller et il faut voir tout de suite, immédiatement, quel est l'intérêt de l'enfant et discuter avec les deux parents. Donc, typiquement, pour un voyage, une classe transplantée et pour un week-end, j'ai besoin de l'accord des deux parents lorsqu'il y a autorité parentale conjointe et j'ai déjà eu le cas d'un papa qui s'opposait fermement à la participation au week-end de l'école de son enfant et j'ai eu le cas d'un papa qui s'opposait à la participation de son enfant à une classe transplantée. Alors je vous rassure tout de suite, on a réussi à trouver des solutions. On a pris le temps. Dans le cas du week-end, c'était une urgence parce que c'était la veille ou probablement même peut-être le jour même de mémoire. Il a fallu argumenter, il a fallu téléphoner au papa, il a fallu parler avec l'avocate de la maman, il a fallu vraiment, j'ai entendu l'enfant, j'ai voulu savoir ce que l'enfant voulait réellement au fond de lui. Et donc, on a évalué un petit peu bénéfice-risque, quoi. Et on a présenté ça au papa. On a réussi à obtenir gain de cause. Donc la petite a pu partir en week-end. Le papa à ce moment-là n'a pas posé de conditions. On a simplement réussi à le raisonner. En revanche, pour la classe transplantée, le papa était fermement opposé pour des raisons de sécurité et également, comme vous l'avez dit Judith, pour embêter un petit peu la maman. Qui est très égoïste parce que l'enfant rêvait de pouvoir partir. La maman a saisi le juge et au moment du jugement, ce qu'il a été décidé, c'est que l'enfant pourrait participer à condition que la charge financière de ce voyage incombe uniquement à la maman, ce qui était réellement compliqué. La maman, elle savait qu'en se retrouvant dans cette situation, la petite ne pourrait pas partir. Là encore, on sort un petit peu du domaine, mais là encore, on a mis en place ce qu'il fallait. Pour nous-mêmes, l'école, on a mis en place des petits projets. On a fait très, très vite pour pouvoir permettre à l'enfant de participer à ce week-end, à cette classe transplantée, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Laura. C'est dire à quel point le dialogue est extrêmement important côté professeur des écoles et direction. Lucie, vous posez une question extrêmement intéressante dans le chat. Une demande de radiation auprès d'une école peut-elle être validée par l'école sans l'accord de l'autre parent? Non, parce qu'il s'agit d'actes importants
et qui sont afférents à l'autorité parentale, donc à son partage, et donc il faut l'accord des deux parents. J'attire votre attention tout de même que dans ces cas-là, lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure et qu'on est face à des confrères qui sont aussi sensibilisés à ces matières-là, on peut par exemple, même si on n'a pas de décision de justice en bonne et due forme, on peut présenter par exemple un projet de convention parentale, et là je vais tout de suite donner la parole à Marie-Noëlle Marville, qui peut s'appuyer d'ailleurs sur une convention de médiation en amont sur ces questions-là. Une convention parentale, c'est une convention pour les couples non mariés, c'est-à-dire pour les parents qui ne seraient pas mariés, pour les couples de concubins ou pacsés, qu'on n'a qu'à faire homologuer devant un juge aux affaires familiales. Les parties n'ont même pas à se déplacer à l'occasion d'une audience. Donc, c'est très intéressant, c'est très soft, c'est très amiable. Et souvent, pour établir une convention parentale, on a besoin en amont que les parents soient passés par une médiation familiale pour pouvoir mettre à plat tous leurs ressentis, toutes les problématiques, notamment celles autour de l'école, pour obtenir dans une convention de médiation familiale qu'on implémente dans une convention parentale qui est homologuée dans un troisième temps par le juge des affaires familiales sur ces questions d'école. Alors Marie-Noëlle, je vous laisse tout de suite la parole. Ces questions autour de l'école, de l'orientation scolaire, l'école et la résidence de l'enfant, comment est-ce que vous les appréhendez en médiation familiale? Alors déjà, avant de commencer, je reviens sur la question de la résidence et de l'autorité parentale pour alerter les personnes qui nous écoutent sur le fait que c'est important d'expliquer aux gens, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, que la résidence et l'autorité parentale, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que évidemment l'un découle de l'autre, comme vous l'avez dit Judith, mais c'est pas parce qu'on a la résidence, par exemple principale, qu'on a l'autorité parentale. Souvent, les parents, ils font la confusion. Moi, je leur demande, mais vous avez l'autorité parentale conjointe? Ah ben, j'ai pas la résidence principale. Mais on parle pas de la même chose. Donc, ça, c'est déjà une première chose. C'est pas parce qu'on a la résidence principale qu'on a le droit de tout décider pour l'enfant. Le parent qui n'a pas la résidence principale doit pouvoir être associé et participer à cette autorité parentale conjointe. La deuxième chose que je voudrais signaler, parce que en fait cette notion d'autorité parentale, elle convoque le fait de mettre en place de la coparentalité. Et ça, c'est quand même un peu paradoxal au moment où on se sépare, où on est quand même souvent en tension, pour ne pas dire être en conflit, de devoir se mettre d'accord autour des enfants. Donc, pour les parents, c'est compliqué. Ce qu'on fait en médiation, c'est justement qu'on accueille cette difficulté. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'injonctions pour les parents à devoir prendre des décisions ensemble, à faire ceci ensemble. Mais quand on se sépare, qu'on s'entend plus, que on n'a plus confiance en l'autre, que c'est compliqué. Et nous, en médiation, on travaille là-dessus. Donc, comment on fait pour essayer de faire en sorte que les choses se passent au mieux? Bon, déjà, on essaye de faire en sorte que les gens acceptent de se rencontrer et de venir en séance de médiation. Et là, on va pouvoir travailler ensemble sur les besoins de l'enfant. Par exemple, il m'est arrivé à de nombreuses reprises avec le paperboard. On utilise beaucoup le paperboard en médiation. Avec le paperboard, d'écrire, chacun des parents va dire, lui, ce qui est pas important pour lui, pour chacun des enfants. Et de là, naît une discussion qui est un petit peu apaisée et qui va permettre, au regard de ce que les parents auront dit auront donné comme besoins principaux pour eux, pour l'enfant, au regard de ça, ils vont pouvoir changer un petit peu la réflexion et se dire, on va peut-être essayer de trouver une solution, on va peut-être essayer d'accord, peut-être que dans ce cas-là, si c'est compliqué, je vais faire intervenir la grand-mère. Il y a des petites choses qui peuvent se mettre en place. Il y a plein de cas possibles. Alors, les décisions autour de la scolarité, moi, j'en ai eu pas mal à traiter. J'ai eu le cas de la seconde langue, de l'orientation post-bac, de tous ces sujets où les parents sont pas d'accord, mais il y a que en se parlant qu'on arrive à décortiquer ce qui est important. J'avais pareil eu sur la question c'était pas la seconde langue, c'était la première langue. Vous
savez, pour les enfants qui rentrent en 6e, il y a toujours cette question, est-ce qu'il fait allemand première langue pour être dans une bonne classe? Est-ce qu'il fait… enfin, c'est ce genre de choses. Et là, les parents, ils n'étaient pas d'accord. Donc, il y en a un qui voulait l'allemand, l'autre… Bon, au bout d'un moment, en médiation, je les ai un peu recentrés sur le fait que qu'est-ce que l'enfant disait. Et là, le père me dit, mon fils m'a dit l'autre jour, je m'en fous du moment que vous arrêtiez de vous prendre la tête. En fait, l'enfant, il avait même plus accès à la possibilité de choisir parce que, en fait, le conflit de ses parents l'obsédait et l'empêchait de penser. Donc là, quand le père a dit ça, j'ai essayé de leur faire le retour de ça sans les culpabiliser parce que c'est pas l'objet de leur dire qu'ils sont maltraitants avec leurs enfants, c'est pas de la maltraitance d'ailleurs, mais le but, c'est vraiment d'essayer de leur faire prendre un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer et se dire, bon, effectivement, la langue, c'est peut-être important, mais ce que notre enfant est en train de vivre, c'est peut-être encore plus grave. Et voilà comment, en médiation, on essaye de mettre un peu à distance les sujets pour pouvoir les regarder un peu différemment. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Très intéressant. Tous ces échanges sont très féconds. Je me permets, avant de donner la parole à Léa sur ce vaste sujet maintenant à la scolarité, j'ai beaucoup de questions dans le chat concernant les violences conjugales et la radiation auprès d'une école. Alors, effectivement, alors déjà, je réponds à Lydia. Quand un enfant est placé sur décision de justice, votre question est très intéressante, Lydia, à savoir que dans le cadre d'une procédure juge des enfants, l'enfant peut être suivi par les services sociaux, peut même être placé dans des familles d'accueil ou dans des foyers, et cependant, l'autorité parentale n'est pas automatiquement, en tout cas au début de la procédure, retirée aux parents. Ce qui fait que les parents sont quand même interrogés sur la scolarité de l'enfant, sauf si ça vient en contradiction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qui fait que souvent, cette procédure juge des enfants, elle vient contrecarrer, immobiliser, je dirais, tous les droits afférents à l'autorité parentale dans le cadre de la procédure juge des affaires familiales. Ce qui fait que, Lydia, pour répondre à votre question, même si on n'a pas de décision de justice précisant vraiment que ou pas encore de décision précisant que l'autorité parentale a été retirée à tel ou tel parent, eh bien, dans ces cas-là, il suffit de présenter la décision juge des enfants ou le suivi social pour faire fi, je dirais, de l'accord de l'autre parent, même sur des actes importants. Maintenant, concernant les violences conjugales, oui, Bénédicte, on peut obtenir la radiation auprès d'une école, mais il faut avoir une mesure de protection. Vous ne pouvez pas venir dans une école, même voir une directrice aussi empathique et engagée soit-elle comme Laura, en disant je suis victime de violence de la part de mon conjoint. S'il n'y a pas de pièce, si vous n'avez pas de plainte, si vous n'avez pas d'ordonnance de protection, le directeur de l'école ne peut rien faire. Sauf peut-être à faire un signalement, mais alors là, le signalement, c'est encore mettre le pied dans un engrenage qui est extrêmement compliqué et qui fait fi de ce dialogue qu'a mis en avant Laura, de cette nécessaire communication dont nous a fait part Marie-Noëlle, qui est tout à fait édifiant. L'exemple, c'est que souvent, c'est très intéressant l'exemple que vous avez donné, Marie-Noëlle, c'est que les parents, ils parlent de la langue, de telle école, du privé, du public, etc. Et en réalité, l'enfant n'en a rien à faire parce que il est tellement obsédé par le conflit de ses parents qu'il n'arrive même plus à penser lui-même, à réfléchir à son propre intérêt. Mais pour revenir à cette question des violences conjugales, eh bien, malheureusement, pour dépasser, je dirais, l'accord de l'autre parent dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale entendu de manière classique, il faut à minima une plainte. Et encore, les écoles ne sont pas obligées d'accepter parce qu'il faut que la plainte n'ait pas été classée sans suite, que le procureur de la République est ouvert, est instruit, est ouvert une enquête. Donc, vous voyez, c'est dire un peu la complexité. C'est pour ça que j'en reviens et pas du tout, prêcher absolument dans ce sens-là, mais véritablement et de manière tout à fait contre-intuitive, je dirais, sur le plan juridique et judiciaire, les solutions amiables avec une médiation, avec une reprise de la communication ou un dialogue avec l'école, les directeurs d'école, c'est le meilleur moyen de s'en sortir par le haut et dignement sur ce type de questions. Et les procédures judiciaires, même dans le cadre de violence, sont extrêmement difficiles. Isabelle nous pose une question, plus pour rebondir sur la partie médiation évoquée par Marie-Noëlle.
vous avez reçu un salarié qui a été conduit devant le JAF sur les modes de garde et la pension. Il reconvoque le couple parental. Monsieur n'est pas obligé de prendre un avocat. Quand c'est un couple qui n'est pas marié, Isabelle, ils peuvent prendre soit un seul et même avocat, soit ne pas prendre d'avocat du tout. Mais tout de même, il est très conseillé de prendre un avocat quand l'autre partie a pris un avocat. Sauf, comme vous le préconisez, si le père et la mère sont passés en amont dans le cabinet d'un médiateur familial, que le médiateur familial a fait une convention de médiation et on peut prendre, on peut s'appuyer sur cette convention de médiation pour quasiment la transplanter avec un langage un peu plus juridique dans le cadre de ce qu'on appelle une convention parentale sur requête conjointe. Donc oui, Isabelle, si le couple s'entend bien, on peut tout à fait, comme je l'ai dit en introduction, et là je le répète, mais c'est très important, utiliser la convention de médiation familiale pour en faire une convention parentale qui sera homologuée par le juge aux affaires familiales. Léa, je vous passe tout de suite la parole sur ces questions éminemment prégnantes autour de l'école, mais je dirais, j'aimerais un peu ouvrir le débat avec vous autour de la communication entre les parents et les enfants dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation, pour rebondir encore une fois sur l'exemple de Marie-Noël ou sur les exemples qu'a donné Laura. C'est-à-dire qu'au-delà de la sortie scolaire ou de la classe verte ou de la langue à choisir, c'est véritablement les interactions humaines, comme vous le disiez de manière introductive, qui sont en jeu. Donc, comment est-ce qu'on arrive, je dirais, à refaire émerger l'intérêt principal au-delà des intérêts périphériques, ô combien importants, mais qui sont peut-être au second plan si la communication, je dirais une bonne communication, n'est pas restaurée entre parents et enfants ou entre parents. Ok, donc effectivement, ce qui est intéressant là, donc j'écoutais attentivement et Marie-Noël l'a dit, c'est que on est ici on travaille dans l'intérêt de l'enfant ce que je vois ici, c'est que aucun parent a envie d'arriver à de la violence extrême, mais ce que j'entends, c'est qu'effectivement, et ce que je sais, c'est que finalement on est pris dans un engrenage qui nous amène à ne plus savoir comment se positionner et à gérer cette autorité parentale au quotidien avec ses enfants. Or, eh bien, écoutez, les compétences, elles peuvent, on peut les avoir en se formant et évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir orienter les parents en amont vers de la formation en communication. Pourquoi ? Parce que effectivement, en se formant à la communication, on va apprendre d'abord à se connaître soi-même, à se recentrer sur ses besoins. Effectivement, comme disait Marie-Noël, eh bien, quand elle a accueilli ses parents, la difficulté, c'est que il y a des problèmes par-dessus la tête. Et en fait, il faut apprendre aux parents à redéfinir ces problèmes en termes de besoins. Et c'est quand les parents sont capables de redéfinir ces besoins qu'ils se rendent compte que finalement, l'enfant aussi a des besoins. En étant à l'écoute de ses propres besoins, on apprend effectivement on entrevoit que l'autre aussi peut avoir des besoins et que son enfant est une personne distincte et qu'elle a aussi ses besoins. Donc, dans une formation en communication, c'est ce qu'on va faire dans un atelier Gordon, c'est qu'on va réoutiller les parents, on va remodéliser la relation à l'autre. Et on va pouvoir apprendre à être à l'écoute de ses émotions, donc être à l'écoute des émotions de son enfant, comprendre ce qui se passe dans la relation, redéfinir en fait, donc comprendre ses relations déjà, donc savoir être capable de savoir ce que j'accepte pas, donc mais en termes de besoins, donc ça va être des outils, il y a 4 outils qui vont être qu'on va offrir aux parents, qui va être l'écoute de l'écoute active pour pouvoir justement être à l'écoute de l'autre, l'écoute des besoins de son enfant, parfois aller jusqu'à l'écoute peut-être de ce qui se passe de l'autre côté, donc son ex-conjoint, et puis également donc
le message jeu, donc il y a un jargon évidemment, mais donc des outils aussi pour apprendre à communiquer, à s'affirmer, à confronter, mais tout en restant centré sur soi, sans attaquer l'autre, sans donner ce qui peut effectivement bloquer la relation, c'est utiliser des obstacles à la communication ou effectivement attaquer l'autre sans s'en rendre compte avec des messages tues, on appelle ça les messages tues qui tuent, donc être toujours derrière l'autre dans une accusation. Donc tout ça, ça va être appris. Également, là j'entendais effectivement quand on est dans le conflit, effectivement réapprendre à gérer le conflit dans un rapport de besoin. Donc redéfinir, comme a fait du reste Marie-Noël avec ses parents, c'est-à-dire redéfinir les besoins, et puis créer en fait les solutions, parce que souvent les parents viennent avec des solutions, donc ne font pas la distinction entre solution et besoin. Donc c'est aussi une rééducation pour réapprendre à définir effectivement en termes de besoin et non plus en termes de solution, et remettre la relation au centre de la communication, donc la relation avec son enfant et la relation avec soi-même. Léa, Lucie pose la question et je vais répondre juste après l'intervention de Léa aux questions très pertinentes que vous posez dans le chat. Et après, on abordera le sujet santé, physique et psychique. Comment se déroule concrètement un atelier? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, en 2 minutes, comment est-ce que ça se passe? Donc un atelier Gordon, il se passe. Alors un atelier Gordon, c'est la méthode. Vous l'avez dans le livre de Thomas Gordon que vous retrouvez, Parents efficaces. Mais c'est une méthode qui a été déclinée, donc qui va s'adresser également à d'autres. On reste dans le cadre de la famille, donc on va parler de parents efficaces. Vous retrouvez toute la méthode dans ce livre-là. Ce qui va se passer dans un atelier, c'est qu'on va utiliser la pédagogie active, donc de la mise en situation, des jeux de rôle, qui va permettre aux parents d'assimiler et d'intégrer cette nouvelle façon d'être en relation, cette nouvelle communication. Donc essentiellement, l'atelier se passe en 4 jours. Il est modulé autrement, il est modulé de différentes manières. Ça peut être des séances du soir, voilà. Donc c'est modulé différemment, mais il y a 24 heures de formation. Et en réalité, donc il va y avoir 30% de théorie pour 70% de pédagogie active, qui va permettre effectivement cette rééducation, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, mais moi je dis c'est la remodélisation, donc pouvoir remodéliser en fait sa façon d'être dans la relation. Et à la relation. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Léa. C'est dire à quel point, vous voyez, qu'il existe des interlocuteurs pour sortir de ces écueils, la médiation, des ateliers autour de la parentalité, le personnel scolaire, c'est extrêmement important. Avant de passer au sujet de la santé physique et psychique et évoquer aussi autour des conflits autour de l'autorité parentale, la manière de recueillir la parole de l'enfant, et je vais tout de suite après donner la parole à Laura Keller-Haddad, je réponds à vos questions dans le chat. Je répète, la médiation n'est pas du tout conseillée en matière de médiation. Et je pense que Marie-Noël sera d'accord avec moi. C'est extrêmement compliqué. Et c'est tout à fait déconseillé. C'est même quasiment interdit parce que les phénomènes d'emprise aujourd'hui psychologiques sont très connus au niveau de la justice. Bien heureusement, les violences psychologiques notamment font partie de l'arsenal judiciaire et juridique, et donc la médiation ne doit pas du tout être le lieu de la continuité de l'emprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Marie-Noël? Oui, c'est effectivement quand il y a violence conjugale, on déconseille la médiation familiale. Après, c'est vrai que les violences conjugales, on en a déjà parlé dans un autre webinaire, elles méritent aussi d'être distinguées. Il y a violence et violence, mais enfin, il y a quand même beaucoup de cas de figure quand il y a violence, où effectivement il y a trop d'emprise et la parole n'est pas assez libre. En fait, la médiation, ça requiert quand même que les gens soient
en capacité de se dire les choses sans être dans la terreur, tout simplement. Et la violence conjugale, ça entraîne des phénomènes de terreur. Donc, ça, c'est pas possible. Et effectivement, je lis là dans le chat que c'est un problème parce que là, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de faire des ordonnances de protection. Alors, pour rebondir sur la question là-dessus, et alors aussi sur ce que vous dites, Marie-Noël, vous dites il n'y a pas vraiment d'autres possibilités que de rebondir sur l'ordonnance de protection. Eh bien, c'est pas que je m'inscris en faux, mais je rebondis sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a violence et violence. Je vais vous donner un cas de figure concret auquel j'ai été confrontée il y a peu de temps. Si vous voulez, fermez vos micros. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. Voilà, merci beaucoup. C'est que lorsque, là par exemple, j'étais confrontée à une dame qui subissait de vraies violences psychologiques, qui était géolocalisée. C'est le nouveau dada aujourd'hui. Vous géolocalisez tout le monde. Vous savez, vous fliquez les tablettes, les ordinateurs, les iPhones, etc. C'est tout à fait insupportable. Mais surtout, j'avais par exemple le cas d'une dame dont son mari, jamais de violence physique, mais il débranchait la box lorsqu'elle était en Zoom au niveau du travail. Il avait démonté toutes les portes de la maison pour qu'elle n'ait aucune intimité. Bref, il y avait une atmosphère terrible, très anxiogène et violente, il faut le dire, en tout cas qui faisait planer une très, très, très grande violence. Cette dame-là est venue me voir complètement désespérée. Elle m'a dit, moi, je suis harcelée. Elle m'a montré vous savez, les relevés téléphoniques, qu'elle était appelée 200 fois par jour par son conjoint. Elle m'a montré les mails, effectivement. Alors, moi, malheureusement, avec le temps, je suis formée à ces questions-là, trop, comme je le dis, vraiment malheureusement. Mais j'ai la chance de travailler avec des experts, donc avec Marie-Noël, médiatrice familiale, mais avec des psychiatres, avec des psychologues, etc. Donc, je connais bien la question et les articulations. Donc, de toute évidence, cette femme-là était sous l'emprise, on va dire, de son conjoint. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était dans un état de panique totale. Elle avait porté plainte, mais la plainte, ça met du temps à aboutir. Et en attendant, elle restait sous le même toit avec son mari. Pour revenir avec son conjoint, pour revenir au sujet du jour afférent à l'autorité parentale, qu'est-ce qu'elle voulait, cette dame-là? Elle voulait déjà partir du domicile, mais elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle est propriétaire du domicile, ils payent un crédit ensemble, etc. Elle avait peur de partir du domicile pour que ce soit qualifié en abandon de domicile conjugal. Elle voulait partir avec ses enfants. Elle voulait aussi partir dans le sud. Elle voulait changer d'école. Elle est en région parisienne. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je reviens à ce que j'ai dit en introduction. Déjà, la justice, c'est souvent long. À moins de cas d'une particulière gravité, la justice ne se saisit pas ou les commissariats in extenso en 8 jours de ces problématiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Soit j'embarquais cette dame dans un contentieux en lui disant regardez, il faut demander une ordonnance de protection, etc., etc. Mais ça, encore une fois, c'est douloureux, c'est coûteux. Ce qu'on a fait, parce que j'ai eu la chance d'avoir en face de moi une consoeur qui était formée comme moi, on va dire, à ces problématiques-là, mais pour les orienter à l'amiable, eh bien, nous avons fait une convention parentale. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, comme je disais tout à l'heure, que Laura, en tant que professeure des écoles ou directrice, en quelque sorte, dans certains contextes, elle prenait un peu le rôle du juge. C'est-à-dire c'est elle qui disait la loi, c'est un grand mot, mais elle imposait, elle essayait de rétablir le dialogue pour que quelque chose s'articule autour de l'intérêt de l'enfant. Et bien, dans ces cas-là, quand on sait qu'au niveau des commissariats, de la justice, ça va être un peu difficile, et bien les avocats, s'ils tiennent fermement, je dirais, leurs clients, peuvent, par le biais d'une convention parentale, faire barrage à ces contextes de violence. Alors, encore une fois, comme le dit Marie-Noël, il y a violence et violence. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, la convention parentale est un outil qui est trop peu utilisé, tout comme les conventions de médiation familiale, malheureusement, et elles permettent d'aller très vite et elles sécurisent les clients. Pour terminer sur ce cas de figure, et après on passe tout de suite au niveau sur le volet de la santé de l'enfant, c'est que cette dame-là, elle n'en revenait pas qu'en 2 semaines, le problème avait été résolu. On a dit avec l'autre avocat, regardez madame, il faut que vous sortiez du domicile. Elle a trouvé un autre logement, mais le mari on a trouvé un accord pour que le mari paye seul l'entièreté du crédit. Ils ont été d'accord de déménager tous les deux dans le sud, de scolariser leurs enfants ailleurs. Donc, les avocats, quand ils respectent vraiment le devoir de conseil qui est inhérent à leur profession, eh bien, ils peuvent permettre parfois, souvent, de dépasser ces contentieux judiciaires qui sont longs, lents et difficiles en tout point. Maintenant, on va passer à un niveau encore plus complexe, je dirais, que celui de la scolarité qu'on a abordé
vous voyez, avec plusieurs regards. C'était vraiment très, très intéressant. Je vous remercie à toutes d'intervenir et je laisse tout de suite la parole à Laura Keller-Haddad. Là, quand on parle d'autorité parentale, on parle de droits et de devoirs des parents qui s'engagent à respecter la santé de leur enfant et la santé physique et psychique. Quant à l'école, Laura, vous voyez un enfant, petit ou plus grand, faire part de son malaise, dire écoutez maîtresse, là ce soir j'ai pas envie d'aller chez mon père, j'ai pas envie d'aller chez ma mère, j'aime pas ma belle-mère, j'aime pas mon beau-père, ou même parler d'actes particulièrement graves. Comment vous saisissez de cette parole de l'enfant? Alors concrètement, j'ai différents cas qui peuvent un peu illustrer ce dont vous parlez, Judith. D'abord, il faut savoir que avant même la direction, le professeur dans sa classe, il est quand même garant du bien-être de ses élèves. Il va de son devoir de s'assurer que ses élèves vont bien, que ses élèves ne s'endorment pas sur leur table en classe, que les élèves apportent leur fourniture. Ça c'est de manière générale pour tous les élèves. Mais a fortiori, quand on a différenciation de domicile, on doit s'assurer et être vigilant et faire en sorte que l'enfant, il y ait une certaine forme d'homogénéité quand il est chez l'un et quand il est chez l'autre, que le travail soit fait, que le suivi scolaire soit fait, qu'il ait ses fournitures scolaires, que les conditions d'hygiène et de sécurité soient respectées de la même manière chez l'un, chez l'autre, que la présence scolaire, il m'est déjà arrivé d'avoir un papa qui ne présentait pas son enfant à l'école. Des cas comme ça, il y en a, et il est très très important de veiller à ce que, et s'il le faut, intervenir. J'ai un papa qui m'a demandé d'intervenir parce qu'il m'a dit c'est beaucoup trop permissif chez mon ex-épouse. Il passe sa vie devant les écrans. Elle sort le soir, il y a personne qui le garde. Il est jusqu'à pas d'heure devant des jeux vidéo. Et donc le travail n'est pas fait. C'est pas les mêmes exigences. Et donc il était de mon devoir à ce moment-là. J'étais en charge d'une classe. On parle d'une classe de grands juste avant le collège. Il était de mon devoir de tirer en quelque sorte la sonnette d'alarme et de signaler en fait ce que moi j'étais capable, pas au dire de l'autre parent, mais ce que moi-même j'étais capable de voir et de constater en classe, de faire un rapport avec à l'autre parent et d'essayer d'améliorer la situation. Maintenant, j'ai déjà eu une petite jeune fille qui est venue taper à la porte de mon bureau lorsque j'étais directrice et qui m'a dit j'en peux plus. Je veux pas aller chez papa. Je veux pas, je n'ai pas envie. Alors, je me suis assurée des raisons qui l'amenaient à me faire ces révélations pour m'assurer que à ce niveau-là, dans cet exemple-là, il n'y avait pas de maltraitance ni de malveillance. C'était uniquement le fait que le cordon était très difficile à couper avec la maman, et puis surtout, elle avait pas envie, elle s'ennuyait chez son papa. Peut-être que des règles parfois un peu plus strictes chez l'un vont pousser l'enfant à vouloir être davantage chez l'autre. J'ai expliqué à cette petite jeune fille que jusqu'à un certain âge, il était de son rôle, de son devoir d'être chez son papa, chez sa maman. On a discuté ensemble sur les choses qu'elle pouvait faire quand elle se sentait un peu seule chez son papa. Elle avait la chance d'avoir en plus un téléphone, donc elle a tout à fait la possibilité de communiquer avec sa maman quand même quand elle est chez son papa. Et voilà, tout doucement, en discutant, en l'apprenant régulièrement. Il faut vraiment créer cet espace de parole. Et en instaurant ça, chaque fois qu'elle revenait de chez son papa, je la prenais dans mon bureau pour faire un petit point avec elle, pour connaître l'évolution, savoir comment elle se sentait. J'allais l'encourager le vendredi quand je savais qu'elle allait chez papa. Voilà, tout doucement, on a réussi à assainir un petit peu les choses. Ça veut pas dire que ça marchera à chaque fois. Ça veut pas dire qu'on a toujours la clé. Et encore une fois, là, on était dans des situations pas de maltraitance. Lorsqu'il y a un enfant il a pu arriver, dans un cas de séparation ou même sans séparation, un enfant qui vient me voir et qui me dit subir des maltraitances, des violences physiques. Là, c'est vigilance, vigilance indispensable. Il est très, très, très important, avant tout signalement, de discuter énormément avec l'enfant, avec l'équipe, d'avoir un petit temps d'observation. Et s'il y a une constatation, on n'est pas dans le même cas, évidemment qu'on arrivera vite alors à ce moment-là dans un cas de signalisation. Si en revanche, il n'y a pas de constatation, avec
je vais pas dire l'accord, mais je vais prévenir l'enfant que je vais être amenée à échanger là-dessus avec ses parents. Souvent, la réaction de l'enfant va m'indiquer peut-être des choses, et puis on peut être amené ensuite à se retrouver à parler les enfants, les parents, l'équipe pédagogique et moi-même ensemble pour essayer de démêler un petit peu le nœud. Merci beaucoup, Laura. Dernière question sur ce sujet, parce que j'entends ce que vous dites depuis le début, c'est que vraiment, vous avez à cœur d'amorcer le dialogue entre les parents et les enfants, et c'est comme ça que vous arrivez à dénouer les choses, et c'est tout à votre honneur. Et j'imagine que beaucoup de professeurs font ça, mais il faut savoir que, au regard de la loi, les directeurs d'école et les professeurs sont tenus à ce qu'on appelle un devoir de réserve. Alors, comment est-ce que je dirais, vous arbitrez, vous, humainement et professionnellement, entre cette obligation d'un devoir de réserve et le fait que dans certaines situations, pour parler là aussi un peu prosaïquement, vous avez envie de mouiller votre chemise et de vous impliquer? Alors déjà, effectivement, il faut savoir qu'on n'est pas tenu, on n'est pas censé remplir d'attestations, de témoignages, de certificats. On doit utiliser d'autres portes de sortie pour pouvoir essayer de calmer les choses, d'assainir un peu la situation. On est capable d'être dans le dialogue et dans l'écoute de chacun sans prendre part, tout en étant neutre et tout en valorisant l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire en rappelant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en réalité l'enfant, le choix de la langue, c'est pas réellement ça qui l'importe, et que ce qui l'importe à ce moment-là, c'est que le calme revienne, que ses parents ne se disputent plus. Et donc, il y a énormément de possibilités d'avancer sans pour autant prendre parti pour l'un, dire à l'un oui, vous avez eu tort. On n'est pas à aucun moment je me mouille entre guillemets dans le sens où je dis à l'un, celui qui a tort, vous avez tort ou c'est vous qui avez raison. Réellement, j'essaye par différents moyens d'écoute, de dialogue et de place de l'enfant. Il faut pas hésiter à recentrer l'enfant dans les conflits parce que les parents, inconsciemment ou non, utilisent leurs enfants. Ils sont complètement pris en otage dans tout ça. Donc, c'est très important de recentrer à ce moment-là la volonté et l'intérêt de l'enfant dans le dialogue avec les parents. Merci beaucoup Laura. Donc, c'est dire à quel point les professionnels doivent, je dirais, avoir leur liberté d'appréciation et faire preuve de beaucoup de discernement, ce fameux discernement que demande la justice, puisque comme vous l'avez compris, l'autorité parentale, c'est une notion extrêmement subjective, donc parfois qui peut être soumise à une forme d'arbitraire du juge et donc qui est laissée, je dirais, donc à la libre appréciation des professionnels et des parents. Anne-Françoise, vous me demandez qu'est-ce que concrètement le devoir de réserve? Et bien précisément, vous voyez, le devoir de réserve n'est pas vraiment défini là aussi au niveau de la jurisprudence. Encore une fois, loin de moi l'idée de fustiger telle ou telle pratique dans tel ou tel domaine, mais on voit bien souvent que au niveau hiérarchique, et c'est peut-être la dernière question que je vous poserai, Laura, sur ce sujet-là, du recueil de la parole de l'enfant. Dans toutes les institutions, que ce soit des grandes entreprises, petites, dans des cabinets avocats, médicaux ou autres, voilà. Quand vous avez plusieurs intervenants et des responsabilités à plusieurs niveaux, on a tendance à diluer, on va dire, la responsabilité. On ne sait plus vraiment qui est responsable de dire la loi ou de dire voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et je dirais en quelque sorte, Anne-Françoise, le devoir de réserve, c'est ça. C'est pour ça que malheureusement, on assiste parfois dans le public ou dans le privé sur des questions. Alors là, c'est beaucoup la religion en ce moment, mais des contextes assez dramatiques, puisque personne, je dirais, ne veut véritablement se charger du problème et qu'on remonte toujours plus haut la problématique. Et force est de constater que ce n'est pas la solution. Comment vous dealez un petit peu avec une vision hiérarchique de ces questions-là, Laura, et ce fameux devoir de réserve qui fait que peut-être automatiquement, plutôt que de prendre les choses en main, eh ben, on aurait un peu tendance à dire ah ben non, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est plus haut. Je vous entends pas, pardon. Il faut rallumer le micro. C'est bon?
on aurait tendance à dire forcément comment est-ce que moi je me retrouve au milieu de tout ça, j'ai pas envie de me mêler, je préfère voilà avoir un droit de réserve complet et remettre ce conflit à l'autorité compétente. Sauf que concrètement, il y a des moments qu'on soit professeur des écoles ou qu'on soit directeur, on a besoin que les choses avancent, on a besoin que les choses se calment, on a besoin de pouvoir avoir l'enfant à disposition pour pouvoir travailler, pour pouvoir construire quelque chose avec lui. Il m'est arrivé d'avoir une situation. Alors, je pense que le confinement n'arrange pas les choses et aggrave les choses parce que, à mon avis, les juges se méfient des dérives qui ont pu arriver pendant les confinements. Mais il m'est arrivé d'avoir une famille qui me demandait, enfin, en fait, la maman essayait de retirer la garde au papa et le papa me demandait concrètement d'écrire une attestation, un témoignage, comme quoi il n'y avait pas de maltraitance chez lui. Ce dont j'étais totalement incapable, je n'étais pas en mesure d'assurer et de certifier qu'il n'y avait pas de violence chez lui pour la simple et bonne raison que je n'y vis pas. En revanche, si moi, de mon point de vue, de ma position, je pouvais essayer un petit peu d'éclairer le juge dans cette situation, j'ai pu tout de même attester du fait que lorsque l'enfant revient de chez son papa, il n'a jamais semblé malheureux en classe. Je parle toujours de la classe et de ce qui me concerne, qu'il n'a jamais semblé malheureux en classe, que je n'ai jamais constaté de traces de violence, que l'enfant ne s'est jamais plaint, que l'enfant n'a jamais émis de réticence à aller chez son papa, et que là subitement, voilà, ça, au moment du confinement, subitement, ça sortait, mais qu'en classe, à ce niveau-là, et ça j'ai pu l'attester, que le travail était constamment fait, que le suivi scolaire était fait, que la part du job en ce qui me concernait moi en tant qu'enseignante était réalisée. Merci beaucoup Laura. Juste pour répondre rapidement, parce que l'heure tourne, à une question de Fatia qui dit, c'est une question très intéressante, est-ce qu'un parent qui est en contexte de handicap est forcément défavorisé lors d'un divorce ou d'une séparation? Je vous dis très clairement, Fatia, non. Bien évidemment que non. Heureusement qu'un parent qui serait malvoyant, malentendant ou un handicap de quelconque ordre que ce soit défavorisé par rapport à l'autre parent. Ce qui est souvent mis en avant en termes d'handicap, c'est, vous voyez, il y a une différence entre, par exemple, être sous antidépresseur et être sous antidépresseur et être allongé toute la journée, 18 heures par jour, et de ne pas pouvoir se lever de son lit. Donc ça, c'est très différent. Donc attention aux menaces inhérentes souvent dans les couples entre les parents en disant « Ah, mais ils savent pas que tu fumes du shit de temps en temps. Ah, ils savent pas que tu es sous antidépresseur, etc. » Non, une consommation, je n'y pousse absolument pas, ponctuelle d'alcool ou de cannabis qui est interdite, etc., ne fait pas de vous un mauvais parent et n'autorise pas l'autre à dire « Je vais te retirer l'autorité parentale ou tu ne pourras pas exercer tes droits sur tes enfants. » Par contre, effectivement, il faut que le handicap empêche d'exercer ses capacités éducative. Sur ces sujets-là, de la santé physique et psychique de l'enfant, sur le recueil de la parole de l'enfant, est-ce qu'en médiation, et je vais vous poser à toutes les deux la question, Marie-Noël et Léa, est-ce que vous avez parfois, comme ça, une parole inquiétante, comme ça, qui peut émerger en disant, même pas, alors vous voyez, on a beaucoup parlé de tout ce qui concerne l'inceste, avec le livre de Camille Kouchner, et heureusement, ça, comme on dit, ça libère la parole. Mais quand on entend les statistiques dramatiques, qu'il y aurait 2 enfants par classe qui seraient touchés par des problématiques, pas simplement de maltraitance, mais de violence sexuelle, j'imagine que ces questions-là peuvent parfois émerger au détour, soit d'un atelier parental ou soit d'une réunion de médiation. Comment est-ce que vous gérez cette parole-là, par exemple, Marie-Noël? Alors, pour ma part, on reçoit parfois des ados, quand il y a des médiations parents-ados, c'est un petit peu différent, mais sinon, dans les médiations que je pratique, je ne reçois que les parents, en général. Et si parfois on associe les enfants, c'est en toute fin de médiation, enfin c'est très cadré. Comment? Alors, évidemment, en médiation, c'est rare qu'un parent dise, qui ait la reconnaissance de violence ou de violence sexuelle, mais par contre, ce qui peut arriver très souvent, et je pense que c'est intéressant d'en parler là, c'est que, comme l'a dit Léa, ou pardon, c'est pas Léa, je me suis trompée, c'est Laura. C'est que, en fait,
les parents ne sont pas d'accord sur la façon dont ils élèvent leurs enfants et notamment ils considèrent que chez l'un des parents, ils regardent trop la télé, ils font pas leurs devoirs, enfin ça peut être des choses importantes, ils se lavent pas suffisamment, enfin ils font pas suffisamment de choses. En médiation, on leur apprend quand même que l'autorité parentale, sa conjointe, l'exercice de l'autorité parentale ensemble, ça permet quand même aussi à chacun des parents d'avoir ses méthodes éducatives. Faut pas tout confondre. Mais parfois, on n'apprécie pas du tout en tant que parent la façon dont l'autre pratique. Par exemple, est-ce qu'on va, il y a parfois, ça j'ai déjà vu, des enfants, des parents qui dorment avec leurs enfants. Est-ce que moi j'ai pas l'habitude de faire un signalement parce qu'un parent dort avec son enfant. C'est le cododo, Marie-Noël. Voilà. Non, c'est comme ça qu'on dit. Hein, ouais. Mais bon, tout dépend aussi de l'âge qu'il a. Hein. Évidemment, s'il a 3 mois et s'il en a 10, c'est pas pareil. Mais enfin, tous ces sujets-là, c'est des sujets effectivement très compliqués. On en parle en médiation. Pour autant, il y a aussi des choses sur lesquelles on est obligé de laisser les parents libres de la façon dont ils élèvent leurs enfants. On ne va pas empêcher des enfants d'avoir des relations avec leurs parents parce que on considère que, par exemple, ils mangent pas bien ou bien parce qu'ils mangent des chips toute la journée. Bon, c'est pas bon de manger des chips toute la journée, mais est-ce que il y a de quoi forcément enlever l'autorité parentale ou la résidence. Donc, je trouve que c'est important de signaler que quand même chacun des parents garde aussi la possibilité d'élever son enfant comme il le souhaite. Quand les parents se sont séparés, souvent c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont des différences de vision des choses. Mais pour autant, il faut essayer d'en parler pour pas que l'enfant, ça le mette en difficulté au milieu de tout ça. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, parce que sur la question du harcèlement sexuel, enfin pas du harcèlement, des agressions sexuelles et des suspicions d'inceste ou de ce genre de choses, je pense que là, on peut pas se permettre d'être trop cool, quoi. Il y a un moment où quand vraiment c'est grave, c'est plus la médiation qui convient. Vous avez parfaitement répondu, Marie-Noël. Effectivement, il y a toute une gradation, je dirais, de choses qui peuvent déranger l'un ou l'autre parent. Effectivement, c'est vrai que c'est rare qu'en médiation, on évoque ce genre de choses. Mais effectivement, ça peut arriver. Léa, vous avez le cas j'imagine que dans les ateliers que vous animez, notamment quand les adolescents, je dirais, se confrontent à leurs parents, il y a parfois certainement des paroles très dérangeantes qui peuvent émerger. Comment vous accueillez cette parole ? Alors, effectivement, concernant la violence sexuelle ou ce genre de choses, j'ai jamais été confrontée à ce genre de situation et les parents, c'est jamais amené en atelier. Je pense que là, on est quand même dans un cadre, on se situe quand même hors cadre de formation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que on est dans à terme, ce qui peut se passer, c'est que si notre communication, notre façon d'être dans la relation avec notre enfant va l'amener à être toujours pris en otage, effectivement, ce qui peut se passer à terme, c'est une rupture du lien et une fragilité éventuellement ou une détresse psychologique chez l'enfant. Et ça, c'est ça qu'il faut rappeler aux parents. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les parents puissent aller se former ou alors en médiation pour le bien de l'enfant. À terme, c'est effectivement ce qui leur pend un peu au nez, hein, si je peux me permettre, c'est la rupture du lien en fait. Hein. Donc ça serait dommage d'en arriver là, hein, de se rappeler qu'effectivement, être capable
donc en fait effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Marie-Noëlle, ce qui est intéressant, c'est pour le parent de définir, de hiérarchiser un peu ses besoins et d'évaluer en termes de seuil d'acceptation ce qui va être urgent pour lui dans ses besoins et ce qui va être moins urgent et sur ce qui va pouvoir lâcher du lest et pour justement rester dans quelque chose de cohérent pour l'enfant. Si ça peut répondre. Oui, tout à fait, Léa. Alors effectivement, là, on est 4 interlocutrices, je dirais, à tous les niveaux de l'autorité parentale, en commençant par vous sur sur le socle de la communication, de l'interaction, puis Marie-Noëlle, puis Laura, puis moi, je dirais en termes de gradation et de gravité. Juste une question d'Anne-Françoise, c'est quel est le profil type des parents qui sont dans ces ateliers? Et je terminerai par un sujet ô combien sensible qui est le sujet de la religion et religion et autorité parentale. Et on pourra refaire un petit tour de table pour recueillir la substantifique moelle de nos intervenantes sur ce webinaire. Mais avant de terminer par ce sujet de conclusion, est-ce que vous pouvez répondre à Anne-Françoise, Léa, c'est quoi le profil? Est-ce que vous avez, je dirais, peut-être pour rebondir sur votre question, Anne-Françoise, est-ce que on peut imaginer que dans les ateliers parentaux, on a des parents un peu hyper câblés, je dirais, sur la communication non violente, etc. Ou au contraire, vous avez des parents qui sont face à des vrais désarrois, qui sont très démunis, qui viennent Absolument. J'ai envie de vous dire que c'est ce qui fait l'intérêt des ateliers, c'est aussi de se retrouver avec un groupe de parents, qui est des échanges, de pouvoir relativiser, de se retrouver aussi chez les autres, de revoir ces problèmes. Et alors, il n'y a pas de type de parents, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que justement, on va avoir toutes sortes de parents, des parents seuls, des parents en divorce, démunis, parfois férus d'éducation positive. Mais tout ça, justement, se retrouve dans un atelier, dans une interaction et dans un enrichissement pour les uns et pour les autres. Moi, personnellement, je ressors toujours enrichie de ces ateliers, et c'est le cas de ce qui va être aussi le cas des parents qui ressortent souvent avec des mots comme espoir, de ressourcer, enrichi. Donc des parents, et puis avoir des liens qui se gardent, parce que c'est une communauté de parents à terme. Les parents gardent le lien à travers des ateliers de rendez-vous, de café, apéro Gordon, effectivement, où on va rappeler effectivement être en lien et être en rappel pour pouvoir garder cette dynamique. Donc non, j'ai envie de dire non, il n'y a pas de profil type, c'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup, Léa. Toutes les interventions sont très intéressantes et on pourrait rester jusqu'au soir. L'heure tourne. On dépasse encore de 5 petites minutes pour aborder un sujet éminemment prégnant qui est la religion et la pratique religieuse. La religion fait partie des attributions, je dirais, de l'autorité parentale. Et là, il faut le savoir, la justice française, qui est une justice républicaine, prend en charge et connaît très bien ces questions-là, très très bien. Elle connaît d'ailleurs, elle connaît les différents calendriers, le calendrier chrétien bien évidemment, notre calendrier, on va dire grégorien, mais qui implique le respect, je dirais, ou même les jours fériés qui correspondent aux fêtes chrétiennes, mais aussi les fêtes musulmanes, les fêtes juives, les fêtes bouddhistes, les manifestations protestantes, etc. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir que la justice n'écarte pas cette question-là. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, comment est-ce qu'elle prend en compte ces questions-là? Je vais vous donner 2 exemples qui vont vous parler. Prenons l'exemple d'enfants de confession musulmane qui n'ont pas été élevés dans une pratique très rigoriste. Et à l'occasion de la séparation, un parent devient un petit peu plus pratiquant que l'autre et va emmener ses enfants à la mosquée le vendredi et va demander, s'il a des filles, à ce qu'elles mettent le voile pour aller à la mosquée. Est-ce que l'autre parent peut dire « Ah non, attention, là tu es en train de changer, on va dire, tous les fondamentaux que nous avons donnés dans notre éducation et tu n'as pas le droit de faire cela ». Autre exemple, vous avez des parents
une famille juive, qui pratique le Shabbat. Alors le Shabbat, il faut savoir que on s'arrête du vendredi soir jusqu'au tombée de la nuit, jusqu'au samedi soir sortie de la nuit, et qu'en général, c'est un jour, je dirais, de déconnexion en tout point et de familial, etc., avec des règles relativement strictes, mais qui peuvent être, voilà, sans tomber dans une forme d'ultra-orthodoxie, mais qui sont très souvent pratiquées au sein, par exemple, des juifs pratiquants. Imaginons des enfants qui ont été élevés dans une pratique du Shabbat, une pratique, encore une fois, non extrémiste, etc. Et du jour au lendemain, l'un des parents, au moment du divorce, décide, moi, je ne pratique plus la religion. Et ces enfants sont un week-end sur deux chez l'un ou l'autre des parents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un coup, les enfants vont faire Shabbat, l'autre, ils vont pas faire Shabbat. Est-ce que le parent qui fait Shabbat va pouvoir dire, attends, regarde, on a toujours fait Shabbat avec nos enfants, tu n'as pas le droit de ne pas leur faire Shabbat. Alors, vous voyez, tout ça, on pourrait le décliner à l'envi selon toutes les religions et les pratiques religieuses. Mais ce que je veux que vous reteniez, qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui est très important en matière de pratique religieuse, et quelle que soit la religion, c'est l'antériorité dans la sérénité et orientée, comme le disait Laura notamment dans la sphère scolaire, orientée bien-être de l'enfant, entouré intérêt supérieur de l'enfant. Un enfant qui a été habitué depuis tout petit à une pratique religieuse, il n'y a pas de raison que l'autre parent, même s'il a le droit de changer de conviction et de choisir la philosophie, la pratique ou devenir laïque ou peu importe, il n'a pas le droit d'imposer son changement à ses enfants. Et ce que va retenir le juge aux affaires familiales, c'est l'antériorité. Et ça, cette notion est extrêmement importante. Je vous invite à la noter. C'est-à-dire, il va demander aux parents quelle était la pratique avant que vous vous sépariez, que vous divorciez. Si cette pratique, elle allait dans le sens de l'intérêt de l'enfant, il n'y a aucune raison d'en changer. Et le parent qui change, qui modifie cela, se porte en infraction véritablement aux règles afférentes à l'autorité parentale. Il y a aussi des choses qui sont très importantes, c'est la communication entre les parents au niveau des fêtes religieuses. Par exemple, vous ne pouvez pas faire baptiser votre enfant sans l'accord de l'autre parent. Vous ne pouvez pas décider, par exemple, que vous convertissez à telle ou telle religion et embarquer avec vous vos enfants sans en informer l'autre parent. Donc, encore une fois, au niveau religieux, il se passe sur le plan juridique et judiciaire ce qu'il se passe dans la sphère scolaire, à savoir qu'il y a toujours ce dialogue, cette communication qui est extrêmement importante. Et si on a un contentieux, on va devant le juge aux affaires familiales, et c'est le juge aux affaires familiales qui ne va pas rentrer dans des grandes circonvolutions ou dans des grands débats sur oui ou non la religion, oui ou non telle pratique. Il prendra en compte l'antériorité et telle pratique et si elle est ou pas au bénéfice de l'enfant. Et là, je refais un dernier petit tour de table avec vous, en commençant par Laura. Est-ce que ces questions-là, attenantes à la pratique religieuse, est-ce que ces questions vous ont déjà été remontées? Est-ce que, par exemple, il y a des parents qui auraient pu vous dire « Ah ça, je ne suis pas d'accord sur tel type d'enseignement au sein de l'école, je ne veux pas que mon fils ou ma fille participe à tel ou tel type d'enseignement, ou je ne suis pas d'accord sur la pratique religieuse que veut tel ou tel professeur ou même l'autre parent ». Alors, concrètement, un refus d'un parent de participer à telle ou telle activité ou d'entendre tel ou tel enseignement, ça n'arrive pas parce qu'en général, lorsqu'ils viennent, ils adhèrent au projet pédagogique et ils adhèrent au programme d'enseignement de caractère propre qui sera choisi par l'équipe pédagogique. En revanche, des enfants qui sont ballottés entre les croyances, les pratiques, les traditions de l'un et celles de l'autre, oui, c'est fréquent. Vous disiez, Judith, que le juge va privilégier l'antériorité, sauf que concrètement, c'est pas évident de prouver et de constater une infraction à cette antériorité. Enfin, je veux dire, il faudrait à ce moment-là que l'autre vienne constater que le Shabbat, quand son enfant n'est pas chez lui, à ce moment-là, il y a une infraction au Shabbat et que ça ne respecte pas. C'est pas forcément évident. Donc, ce qui m'est arrivé de faire, c'est de bien signaler aux parents sans imposer, parce que c'est une question ô combien personnelle, liée aux convictions, aux croyances, aux lois de chacun, donc sans imposer à un parent des choix, des pratiques, mais à nouveau de recentrer le débat sur le fait qu'il est important qu'un enfant ne soit pas scindé en deux. C'est fondamental pour son équilibre. C'est compliqué pour un enfant de se construire, surtout aux âges de l'école primaire,
de se construire et d'avancer avec un côté où on est dans telle action et un côté où on est dans l'action opposée. Donc, on fait comprendre aux parents qu'il faut trouver tout de même un terrain. Ceci étant, on profite également de cette situation pour rappeler à l'enfant combien le message de tolérance, d'ouverture, la possibilité de libre arbitre est importante dans la vie, que chacun peut à un moment donné y être confronté et que c'est aussi être capable de faire ses choix en toute connaissance de cause. Voilà. Merci beaucoup, Laura. C'est un discours un discours du cœur, je dirais, et aussi un discours très nuancé. Et c'est vrai que c'est important aussi de transmettre ce discours aux parents et aux enfants eux-mêmes. Alors, leur tour, mais rapidement, Marie-Noël, comment vous abordez ces questions liées aux pratiques religieuses dans le cadre de la médiation? Ça arrive régulièrement, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Laura, je pense que les parents c'est compliqué, c'est vrai, pour un enfant d'avoir deux univers qui sont très très différents et d'avancer surtout quand ils sont petits avec ça. Mais la première chose déjà, si les parents arrivent à ne pas dénigrer ce que fait l'autre, on a déjà fait un grand pas. C'est-à-dire que il peut y avoir des pratiques religieuses différentes dans une famille et chez un parent et chez l'autre. Mais déjà, si on n'est pas toujours en train de critiquer ce que fait l'autre, déjà ça avance. Alors moi, j'ai eu plusieurs fois ces questions religieuses qui venaient en médiation, notamment une question qui a trait à l'école aussi sur le fait de manger du porc ou pas manger de porc à la cantine, par exemple. Et c'est vrai que c'est des sujets compliqués parce que il y a que les parents qui peuvent trouver des solutions sur ça. Moi, j'essaye beaucoup de les remettre en responsabilité, en fait, c'est-à-dire de leur dire que quand même, en tant que parents, on est les personnes les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour notre enfant, sauf qu'on est deux. Donc, quand on est deux, il faut arriver à trouver une solution pour les deux. La question de la religion, elle est abordable en médiation, mais c'est toujours pareil. Quand on est dans quelque chose d'excessif ou de sectaire, là, ça devient compliqué. On ne peut pas continuer à avancer comme ça parce qu'on considère que là, pour le coup, l'enfant est en danger. Dès lors qu'il y a une pratique sectaire, ça devient plus difficile. Les parents, en règle générale, moi, je trouve, sur les questions de religion, parce que quand même, ils ont été ensemble sous la plupart du temps pendant assez longtemps, pas toujours, mais parfois, souvent. Ils n'ont pas exactement la même approche, mais ils sont plutôt quand même tolérants l'un avec l'autre sur la question de la religion. Alors pour finir, parce que j'ai une petite référence littéraire entre guillemets à proposer qui est très intéressante. Alors là, c'est pas des parents en conflit, mais il y a un roman qui s'appelle L'intérêt supérieur de l'enfant, qui est j'ai noté de Ian McEwan. C'est un roman anglais où justement une juge aux affaires familiales est confrontée au fait qu'un enfant soit enfant de parents qui sont témoins de Jéhovah et qui doit faire une transfusion sanguine ou quelque chose de cet ordre-là pour pouvoir survivre. Les parents s'y opposent. Alors là, j'ai jamais eu ce cas-là en médiation. J'avoue que là, il y a que le juge, je pense, qui peut trancher. Mais bon, c'était juste pour faire une petite proposition de lecture. Merci beaucoup, Marie-Noël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, encore une fois, c'est que là, vous voyez, on est 4 intervenantes à 4 niveaux, je dirais, de gradation, de prise en charge de ces questions de conflits afférentes à l'autorité parentale. Comme on l'a évoqué concernant des violences conjugales ou intrafamiliales, effectivement, quand la religion s'apparente à des dérives sectaires, la médiation doit être tout à fait exclue et c'est la justice qui doit s'en charger. Léa, je vous laisse nous dire, vous aussi, rapidement, comment est-ce que ces questions-là éventuellement peuvent être appréhendées au sein des ateliers Gordon et nous donner un peu votre mot de conclusion. On ne vous entend pas. Pardon.
Donc, effectivement, lors des ateliers, on va outiller les parents pour pouvoir gérer ce qu'on appelle les collisions de valeurs, non pas les conflits de valeurs, des collisions. Et on va effectivement leur expliquer les risques pour la relation et comment rester dans un accueil de la parole et de l'échange. Hein. Donc, on va leur donner la possibilité pour rester en lien avec leur enfant. Donc, effectivement, on va faire une distinction entre conflit de besoins et collision de valeurs. On cite effectivement, je l'ai pas sous la fiche. J'ai sous la main effectivement une phrase que l'on cite à la fin de notre atelier, effectivement, par rapport aux collisions de valeurs. C'est une phrase de Reinhold Niebuhr qui dit Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse d'en reconnaître la différence. Tout ça, toujours dans l'intérêt de l'enfant pour rester en lien avec l'enfant. Voilà, donc ça sera moi la phrase de la fin pour moi. Merci beaucoup Léa. Alors Laura, peut-être, si vous deviez adresser un conseil à nos participants qui sont en grande majorité assistants sociaux, qu'est-ce que vous pourriez transmettre sur toutes ces problématiques afférentes à l'autorité parentale et les écoles? J'ai juste envie de simplement vous dire, n'hésitez pas à utiliser l'équipe pédagogique et que ce soit les professeurs, les enseignants, les conseillers pédagogiques, les directeurs que vous avez parfois autour de vous. Ce sont eux qui sont le plus souvent sur le terrain avec les enfants, qui ont une certaine légitimité pour intervenir auprès des parents. En général, ils sont assez écoutés. Si au premier abord, ils ont tendance à se montrer parfois un peu frileux, dès qu'on va parler d'intérêt de l'enfant, je suis convaincue qu'ils n'hésiteront pas à s'engager, à avancer, sans pour autant prendre parti. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources. Merci beaucoup Laura pour ce retour d'expérience, ce partage du cœur et votre engagement que l'on ressent dans tous vos mots. Marie-Noëlle, je vous laisse aussi un mot de la fin pour nous rappeler peut-être en quelques mots la pertinence de la médiation familiale sur ces questions. La pertinence de la médiation familiale, c'est que c'est un lieu de communication qui est neutre avec un tiers impartial qui est vraiment exclusivement consacré justement à la parole, avec des outils où on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment à partir de la parole des gens en les faisant réfléchir sur comment ils pourraient faire de façon concrète. J'en ai pas parlé, mais par exemple, pourquoi ne pas faire un cahier de liaison entre les parents pour pouvoir communiquer de façon plus harmonieuse, même si c'est toujours mieux de se parler, mais c'est pas toujours facile. Enfin bref, la médiation a pour but principal justement l'intérêt des enfants, parce que moi qui vois beaucoup d'ados en médiation, mais là pour des médiations parents-ados, je vois à quel point la séparation de leurs parents parfois les impacte souvent, et souvent même longtemps après. Je dirais que ces problèmes de communication, c'est souvent des bombes à retardement. Les parents, ils ont l'impression que bon, c'est pas très grave et tout, mais en fait si. Les enfants, 5-10 ans après, ils en parlent encore, et effectivement, comme le disait tout à l'heure Léa, le risque, c'est la rupture de lien, pas forcément immédiatement, mais sur la durée. Donc, la médiation a vraiment cette possibilité de restaurer la communication, de leur apprendre aussi à communiquer de façon plus apaisée et de maintenir les liens entre eux, c'est pas toujours ce qu'ils souhaitent, mais en tant que parents en tout cas, et puis avec les enfants.
Merci beaucoup Marie-Noëlle. Alors je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis massivement jusqu'à 15h39. C'est dire que le sujet était intéressant. Je remercie mes intervenantes. Je vous donne aussi mon mot de conclusion. Encore une fois, je rejoins beaucoup les pratiques qui ont été énoncées par Marie-Noëlle, par Laura, par Léa. À savoir que nous, avocats, on a beaucoup de scrupules à utiliser, je dirais, l'artillerie lourde sur ces questions-là, parce que c'est extrêmement coûteux, parce qu'on a beaucoup parlé du risque de la rupture du lien. Et il faut savoir qu'une procédure judiciaire n'est pas très propice, comme vous pouvez l'imaginer, au fait à ramener la sérénité et la douceur au sein des relations parents-enfants. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, nous, avocats, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est d'agir rapidement en nous appuyant sur d'autres professionnels, notamment sur les médiateurs familiaux, pour pouvoir déjà au moins déblayer certains aspects douloureux, émotionnels, affectifs comme ça de ces dossiers-là, pour se concentrer sur des choses très pragmatiques. Quelle école, quelle activité, au niveau de la santé, qu'est-ce que vous voulez, etc. Voilà, on revient, je veux dire, dans notre rôle d'avocat, parce que précisément, d'autres experts, notamment dans le cas de la médiation, ont pu aborder, élaborer des solutions sur des points qui sont au départ très douloureux. Donc attention, je dirais, vous assistants sociaux, à ne pas embarquer ou ne pas orienter les gens, les salariés ou les agents que vous recevez vers des procédures judiciaires sur les questions afférentes à l'autorité parentale, parce que comme le disait une assistante sociale, parents un jour, parents toujours, c'est ô combien vrai et il faut l'avoir tout à fait en tête. Donc il y a une obligation, je dirais, morale, éthique, affective, une vraie responsabilité de maintenir un dialogue fécond, pérenne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, comme le dit la loi. Donc, n'hésitez pas à orienter les personnes que vous recevez sur ce type de questions-là, pas à les embarquer dans des procédures trop complexes, je ne vais pas me répéter, mais véritablement à les orienter vers les bons professionnels. Si vous le souhaitez, dans l'onglet les fichiers, il y a un bon de consultation juridique gratuite pour le cabinet. La plupart d'entre vous le savent. Donc, les gens peuvent tout à fait m'écrire ou me téléphoner s'ils souhaitent avoir un rendez-vous avec un avocat, déjà d'être éclairés sur l'aspect juridique et judiciaire, mais aussi parce que je vous le dis, moi, je n'hésite pas à orienter. Je prêche pas forcément pour ma chapelle. Je suis pas là pour faire des dossiers à la va-vite, faire des dizaines de dossiers par jour et prendre de nouveaux clients. Je suis très attentive à ces questions-là et je préfère de loin d'abord orienter les personnes que je reçois si je ne les sens pas prêtes à la séparation ou si je les sens trop confuses sur toutes les questions afférentes à l'autorité parentale. Je préfère les orienter vers des professionnels beaucoup mieux, beaucoup plus calibrés que moi sur ces questions-là, donc des professeurs, des médiateurs, des ateliers de parentalité, des psychologues, parfois des psychiatres, mais en tout cas, savoir que sur ces questions-là, souvent, l'avocat n'est pas forcément l'interlocuteur premier, je dirais, le plus adapté. Il faut vous souvenir aussi que tout ce qui concerne l'antériorité est très, très importante. Ce qu'on a mis en place dans l'intérêt de l'enfant, dans le cas du mariage, dans le cas de la vie commune, on ne peut pas le détruire parce qu'on se fait un petit caprice d'adulte et parce qu'on a envie de changer de vie et parce qu'on se sépare ou parce qu'on divorce. C'est très important dans l'intérêt des enfants. Soit en tant qu'adulte, on peut faire ce qu'on veut de sa vie ou de ses convictions, peu importe. Mais pour les enfants, c'est très, très important de préserver cette continuité-là. Et c'est cette antériorité-là qui est respectée et mise en avant dans les décisions des juges aux affaires familiales. Donc, attention à cette notion-là qui est un peu plus pragmatique et basique, mais il faut rappeler cela aux personnes que vous rencontrez. Il est 4h moins le quart. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Les prochains webinaires portent sur des thématiques tout aussi intéressantes. Si vous voulez avoir un contact avec nos différents intervenantes, vous l'aurez sur notre site internet, vous l'aurez sur la page Lire, voir et entendre. Et sur notre chaîne YouTube, vous aurez le replay du webinaire. Et sur notre page Lire, voir et entendre, vous aurez non seulement le replay, vous aurez énormément de documentation pratique, la loi, un petit onglet très, très pertinent qui s'appelle « Ça marche ou ça marche pas ». Et vous aurez aussi les liens vers Marie-Noëlle Marville, Atmosphère Médiation ou Léa Bokobza pour les ateliers Gordon. Laura, nous verrons. Je pense qu'on aura des choses à faire ensemble. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Je vous orienterai vers nos expertes du jour. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.